السلام عليكم. عليكم عليكم السلام. السلام. عليكم السلام monsieur. نستنى واحد 2 ولا 3 مينيت باش يكونوا معنا le maximum et on démarre la réunion inchallah. Maintenant on va définir ce qu'on appelle un oscillateur multiple. Parce que vous vous rappelez avant, on a étudié un oscillateur simple, donc je rappelle l'oscillateur, c'est comme une console sur laquelle on suspend une masse, puis on applique une force variable dans le temps, ou bien on applique une excitation sismique, c'est ce qu'on avait fait à la fin. Maintenant, on va étudier le cas général. Le cas général, lorsqu'on a une structure quelconque, par exemple un bâtiment avec plusieurs étages. Et lorsqu'on a un bâtiment avec plusieurs étages, il y a plusieurs types de modélisation. Si le bâtiment est régulier, parce qu'on a défini les conditions de régularité du bâtiment la semaine dernière, là on peut faire deux types de calculs. Soit qu'on fait un calcul sur logiciel, robot, ou bien on peut faire un calcul manuel. Lorsqu'on fait un calcul manuel, on peut faire une modélisation simplifiée. C'est que le bâtiment, c'est comme une poutre console que vous voyez. Donc vous voyez le bâtiment à gauche, le bâtiment avec 5 niveaux, puis une modélisation simplifiée grâce au fait que le bâtiment est régulier. Régulier, ça veut dire qu'il a une forme rectangulaire, les éléments de contournement sont bien répartis, le centre de masse et le centre de torsion sont très proches, ça veut dire que l'excentricité est très faible. Là, on peut faire un calcul manuel et là, il nous permet de faire une modélisation très simplifiée. Ça veut dire que chaque étage, on peut le modéliser par une masse. Autrement dit, tout le bâtiment qui est composé de 5 niveaux, on le modélise par une console qui supporte 5 masses. Donc voilà une modélisation simplifiée d'un bâtiment compliqué, mais on est dans le cadre d'un oscillateur multiple parce que on a plusieurs masses, donc on n'a plus une seule masse, puis chaque étage peut avoir une raideur, donc on a plusieurs raideurs. Donc du moment qu'on a plusieurs raideurs et plusieurs masses, on parle d'un oscillateur multiple. Les premiers exercices qu'on a traités, on avait étudié un bâtiment par exemple avec 2 niveaux, avec 2 raideurs, mais on avait considéré une seule masse. Tel qu'à la fin on trouve une raideur équivalente, c'est comme si on a un oscillateur simple avec. Aujourd'hui on va voir comment étudier le cas général d'une structure quelconque qu'on peut qualifier d'un oscillateur multiple. Voilà un autre exemple de modélisation. Donc ici, on a 2 types de modélisation. Donc si on considère le schéma de gauche, donc le schéma de gauche, c'est un portique. Supposons qu'on a un bâtiment avec 3 niveaux. Le bâtiment est régulier, je peux le décomposer parce que ici, je suppose que le contentement, c'est un contentement. On n'a que des poteaux et des poutres. On suppose qu'on n'a pas de voile. Et on a une série de portiques. Si je prends un portique, par exemple, intermédiaire ou bien un portique de rive, normalement sur le portique, par exemple, pour ce cas de schéma de gauche, chaque nœud du portique peut avoir normalement 3 degrés de liberté. Un déplacement horizontal que vous voyez représenté par la flèche, éventuellement un déplacement vertical qui n'est pas représenté, puis une rotation de la section du nœud, parce que les poutres sont encastrées dans les poteaux, donc il y a un autre degré de liberté. Ça veut dire que lorsqu'on a un portique rigide, donc on aura 3 degrés de liberté par nœud. Et à chaque nœud, on peut concentrer une masse. Comment on concentre la masse? C'est que au niveau du nœud, au niveau du poteau, on fait la descente de charge. Là, on calcule la surface d'influence sur le poteau et la charge et la masse qu'il supporte. Puis cette masse, on la concentre au niveau du nœud.
Ça veut dire que ici, on a 9 nœuds, donc on aura 9 masses. Puis, si je considère 3 degrés de liberté par nœud, ça veut dire qu'on aura 3 fois 9, ça veut dire 27 degrés de liberté. Et on a 9 poteaux, ça veut dire que je peux considérer qu'on a 9 raideurs dans l'ensemble, parce que chaque poteau a une raideur. Cette modélisation, elle aussi, je peux la simplifier. Donc, je peux considérer le schéma de droite comme ce qu'on a fait pour le premier cas. Je peux dire que, par exemple, pour le niveau, le rez-de-chaussée, j'ai 3 poteaux. Je peux remplacer les 3 poteaux par un seul poteau qui a une raideur équivalente. Finalement, au lieu d'avoir 9 poteaux, je vais avoir une console avec 3 poteaux, mais chaque poteau, il a une raideur équivalente de 3 poteaux de l'étage. Donc finalement, mon oscillateur va être constitué de 3 masses avec 2 degrés de liberté si je néglige le degré de liberté vertical. Si je néglige le déplacement vertical, je ne considère que le déplacement horizontal et la rotation du nœud. Ça veut dire qu'on aura 6 degrés de liberté et 3 nœuds et 3 masses. Donc, on va voir comment étudier cet oscillateur. Parce qu'avant, on avait vu comment on établit l'équation de mouvement d'un oscillateur constitué d'une seule masse et d'une seule raideur, et éventuellement, il a un coefficient d'amortissement. Et maintenant, le cas devient un peu plus compliqué parce qu'on a plusieurs masses, plusieurs raideurs et plusieurs degrés de liberté. Ça veut dire que on va essayer de simplifier aussi, on va voir tout à l'heure un exemple, comment on simplifie pour pouvoir introduire le cas général. Donc, il faut retenir qu'un oscillateur multiple, c'est un oscillateur constitué de plusieurs masses et plusieurs degrés de liberté. Normalement, on va voir que lorsqu'on considère un seul degré de liberté, lorsqu'on a n masses, on aura n équations qu'on va voir comment développer ces équations. Et à la fin, on aura un système d'équations différentielles à résoudre. Et ce système d'équations différentielles à résoudre, qu'on va regrouper sous forme d'équations matricielles. Donc, on va définir aujourd'hui 3 matrices. Matrice de masse, matrice de rigidité, éventuellement matrice d'amortissement, puis 3 vecteurs. Vecteur déplacement, vecteur vitesse et vecteur accélération. Par exemple, pour le vecteur déplacement, si je prends le cas de droite, j'ai 3 déplacements horizontaux, chaque nœud va subir un déplacement horizontal et une rotation. Ça veut dire que je peux définir un vecteur constitué de 6 composantes. 3 déplacements, le déplacement de chaque nœud, et 3 rotations, les rotations de chaque nœud. Donc c'est un vecteur constitué de 6 composantes. Si je prends le schéma de gauche, il va être un peu plus... le vecteur va être plus grand, puisqu'on a 9 nœuds, et dans chaque nœud, pour se simplifier, on a 2 degrés de vitesse, ça veut dire qu'on a 18 degrés de liberté. Ça veut dire que le vecteur déplacement va être constitué par 18 composantes, 9 déplacements, puis 9 rotations. Donc, vous voyez, ici on parle d'un certain nombre important de nœuds, de masses, de degrés de liberté, ce qui fait que on aura une série d'équations à écrire, puis à la fin, on va écrire un système d'équations différentielles qu'on va remplacer par une équation différentielle, mais cette fois-ci va être une équation par rapport au vecteur et par rapport aux matrices. Donc pour définir, si vous avez des questions ou bien des remarques, vous pouvez les poser à fur et à mesure, en allant vers tout au long du cours. Avant de passer et de commencer l'étude d'un oscillateur multiple, je vais rappeler rapidement ce qu'on a vu dans l'oscillateur simple.
Donc ici, j'ai représenté un portique. Donc 2 poteaux avec une poutre rigide. Et la poutre, par exemple, supporte une masse, une partie du plancher. Puis je vais appliquer sur le sommet du portique une force variable dans le temps, P de T, qu'on appelle force d'excitation. Donc les 2 poteaux du portique, ils ont des raideurs. Donc on peut dire qu'ils ont une raideur équivalente. Donc finalement, c'est comme si j'ai une console qui remplace les 2 poteaux, qui a une raideur K, puis il supporte une masse M. Maintenant, quand j'applique la force va donner une déformation du portique. Je suppose par exemple que la poutre est infiniment rigide. Ça veut dire qu'il n'y aura qu'un seul déplacement U horizontal et je peux pour l'instant négliger la rotation. Après, on va voir le cas général. Donc, lorsque j'applique la force P, le système se déforme. Et quand le système se déforme, on a automatiquement 2 forces qui vont naître dans le système. Une force de rappel, F1, qui a tendance de faire revenir le système à sa position initiale. Quand je lâche la force, lorsque la force P de T n'est plus appliquée, le système revient à son état initial et c'est la force de rappel qui fait revenir le système à sa position initiale. De même, lorsque j'excite par une force variable dans le temps, le système vibre. Et quand le système vibre, quand j'arrête la force, il y a une deuxième force qui se crée, que j'appelle force d'amortissement, qui va arrêter la vibration. Parce que maintenant, on est dans un cas dynamique. Donc, il y a 2 forces qui vont naître parce qu'on est dans le cas dynamique. Une force de rappel, puis une force d'amortissement qui va arrêter les vibrations. Donc, c'est la force F2 qu'on appelle force d'amortissement. La force de rappel F1 est égale à moins KU. Donc, il est toujours proportionnel à la déformation du ressort qui est ici, les 2 poteaux. F1 égale moins KU. Le moins, parce que je prends le sens positif, celui de la force P, c'est-à-dire le sens positif des axes est dirigé vers la droite. Donc, le PT va avoir une projection positive. Le F1 et le F2 vont avoir 2 projections négatives. Et la force d'amortissement, je rappelle que c'est une force qui est proportionnelle à la vitesse du mouvement et proportionnelle à un coefficient d'amortissement qui dépend du matériau. Puis on écrit l'équation du mouvement sous forme d'abord vectorielle, F1 plus F2 plus P de T égale M fois I seconde, avec I seconde c'est l'accélération du mouvement, M c'est la masse, puis je projette cette équation. Quand je la projette, donc ça va donner moins KU moins CU' plus B de T égale M I seconde. Et quand j'arrange cette équation, je vais trouver l'équation en bas. M I seconde plus CU' plus KU égale P de T. Cette équation, on l'a vue avant et on l'a résolue par étapes. Au départ, on a supposé qu'on avait un oscillateur libre non amorti. P de T égale à 0, C égale à 0. Puis le deuxième cas, on a supposé que l'oscillateur est libre, P de T égale à 0, C différent des 0. Puis on a pris le cas général. Donc, on a pris une force variable et on a dit que la solution est donnée par l'intégrale du Hamel. Puis le cas après, lorsqu'on applique une excitation sismique. Donc cette force qu'on a établie pour un oscillateur simple, on va voir qu'on va établir à peu près la même équation différentielle pour un oscillateur multiple et ça va devenir une équation matricielle. Donc maintenant, on va introduire l'oscillateur multiple. Est-ce que vous entendez bien? Oui? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, merci, monsieur. Monsieur. Pareil. Donc, ici, je représentais un exemple. Donc, j'ai représenté un exemple d'un portique avec 2 niveaux. Sur chaque niveau, on a une machine. Donc, chaque niveau va supporter, par exemple, une dalle qui est une masse. Donc, je vais avoir, par exemple, 2 masses. Premier niveau, une masse M2.
deuxième niveau, une masse M1. Puis, par exemple, lorsque les machines commencent à tourner, chaque machine va donner une vibration du plancher ou de la poutre. Et quand le plancher commence à vibrer, c'est comme s'il est soumis à une force qui l'excite. Ça, on va traiter un exemple après. C'est l'exercice qui va suivre l'exercice qu'on a presque terminé. Et on va voir que une machine tournante, lorsqu'il tourne, parce qu'il y a une masse en rotation, cette masse en rotation, c'est elle qui va donner une force verticale d'excitation variable dans le temps et qui va faire vibrer la poutre ou bien le plancher. Donc finalement, dans cet exemple, puisqu'on a deux machines en rotation, il n'y a qu'une partie de la machine qui est en rotation, et ces deux parties vont donner des forces verticales d'excitation. Ou bien, si on n'a pas les machines, si j'excite par un séisme le portique, c'est comme si j'applique deux forces. À chaque niveau, je vais appliquer une force, et chaque force va, puisque le séisme varie dans le temps, donc les deux forces vont être variables dans le temps et ils vont exciter l'oscillateur dans le temps. Donc finalement, on a deux masses parce qu'on a deux planchers et on peut avoir deux forces d'excitation verticale si on a des machines vibrantes ou bien deux excitations horizontales si on excite par un séisme. Donc le portique que vous voyez, je peux le modéliser par le schéma en bas. Donc le schéma en bas, chaque niveau, je peux le modéliser par un ressort qui est un raideur. Par exemple, l'étage, je peux le modéliser par un ressort qui est un raideur K1. Le rez-de-chaussée, je peux le modéliser par un ressort qui a une raideur K2. L'étage a une masse M1. Le premier niveau, c'est-à-dire le pH rez-de-chaussée a une masse M2. Puis à droite, à gauche, on a l'appui, c'est-à-dire l'encastrement. L'appui ici, l'appui. Puis, sur chaque masse, je vais appliquer une force d'excitation. Par exemple, pour l'étage, je vais appliquer une force P1 de T, qui peut être soit une force d'excitation donnée par une machine vibrante, ou bien donnée par un séisme. De même, la masse 2 du pH rez-de-chaussée, du premier niveau, va être excitée par une force P2, qui peut être l'excitation par une machine ou bien par un séisme. Donc voilà ce qu'on a dans l'oscillateur. Donc finalement, c'est un oscillateur multiple parce que j'ai deux masses, parce que j'ai excité par deux forces, P1 de T et P2 de T, et parce que j'ai deux raideurs. Chaque niveau a un raideur, j'ai K1, K2. Donc voilà un oscillateur multiple. Le plus petit oscillateur multiple, c'est lorsque je n'ai que deux masses, deux raideurs et deux forces d'excitation. نعم. On a deux raideurs, monsieur, on a نفس الماتيريال. علاش؟ لأن لا raideur حيت عندي deux étages. دابا le premier étage جات واحد الدقيقة عندي هاد البروميي نيفو هذا لو نيفو انفيريور عندي دو بوتو chaque poteau a un raideur ولكن عندي une raideur équivalente ديال هاد l'étage. دابا هاد l'étage عنده une raideur اللي هي سميتها K2 و l'étage supérieur عنده une raideur اللي هي سميتها K1. Oui. دابا chaque étage عنده la raideur ديالو و chaque étage عنده une masse. Donc on a deux masses qui correspondent à deux étages, ou un des deux raideurs, et chaque raideur représente la raideur des poteaux d'un étage. Donc, je viens de définir ce qu'on appelle un oscillateur multiple, mais les plus simples oscillateurs multiples qu'on peut trouver. Parce que celui qu'on peut maîtriser, la modélisation, et éventuellement, on va traiter un exemple un peu long, d'un oscillateur multiple avec deux étages, on va exciter par un séisme,
On va faire un calcul matriciel après. D'abord, vous allez suivre avec moi les forces de raideur. Dans un premier temps, pour simplifier les calculs, je vais supposer que l'oscillateur n'est pas amorti. Donc, je vais négliger l'effet de l'amortissement, mais on va expliquer après qu'on peut effectivement négliger l'effet d'amortissement. Ça, je vais l'expliquer après. Donc, je vais commencer par appliquer les deux forces. Je vais appliquer d'abord sa force P1, puis la force P2. Et lorsque j'applique les forces P1 et P2, je vais avoir des forces de rappel. Maintenant, il faut suivre avec moi parce qu'on va avoir des forces de rappel qu'on va voir comment je vais essayer d'expliquer les forces de rappel qu'on a. Et maintenant, quand j'applique sur la masse M1 la force P1 de T, quand j'applique la force P1 de T, je vais allonger le ressort qui a une raideur K1. Quand j'allonge le ressort qui a une raideur K1, je vais appliquer sur la masse M1 une force de rappel F1 qui s'oppose à la force P1 qui a tendance à faire revenir le ressort à sa position initiale. Donc finalement, pour la masse M1, je vais avoir deux forces. Une force d'excitation P1 dirigée vers la droite et une force de rappel F1 qui s'oppose au mouvement dirigé vers la gauche. Donc je n'ai que deux forces. Deux forces, puis une masse M1, puis que la masse va se déplacer d'un déplacement U1, par exemple. Maintenant, je passe à la masse M2 et vous allez suivre avec moi. Déjà, avant de passer à la masse M2, quand j'ai appliqué la force F1, j'ai allongé le ressort qui est une raideur K1. Et quand j'ai allongé le ressort qui est... On a appliqué P1 ou la F1? لا P1 باقي مازال ما مشيناش P2 ديما on a appliqué P1 ماشي F1 normalement. لا on a appliqué P1. Okay. On a appliqué la force P1, F1 est la force de rappel de ressort. D'abord, pour la masse M1, quand j'applique P1, le ressort qui brille à l'or, il applique F1 sur la masse M1. C'est bien, mais d'abord, je considère la masse M1 où le ressort est de la raideur K1. Donc, quand je tire par la force P1, le ressort s'allonge et sur la force sur la masse M1, le ressort jalonne. Donc, il applique une force F1 vers la gauche. Le même ressort qui est une raideur K1, de la masse M2. Le ressort qui est une raideur K1, il tire vers la masse M2 vers la droite. Yani, il va appliquer sur la force M2 une force F1, ولكن appliquée vers la droite. Dima, quand j'ai appliqué la force P1, je ne considère que le ressort l'endeur K1. Mais je ne le ressort K2. Dima est le premier ressort. C'est le premier ressort. J'applique la force P1. Et quand j'applique la force P1, j'allonge le ressort de la raideur K1. Mais quand j'allonge le ressort la raideur K1, avec le ressort a détenu deux forces de rappel. Sur la masse M1, il va appliquer la force de rappel F1 dirigée vers la gauche, parce que qui brille la masse M1 vers la gauche. On a quand la force P1 vers la droite, ou vers la gauche. Par contre, la masse M2, quand j'allonge avec le ressort, la force M2 vers la droite. Il va appliquer une deuxième force de rappel F1 vers la masse M2 vers la droite. D'abord, quand j'allonge le ressort, l'N2, une raideur K1. D'abord, quand j'applique la force P2, je vais allonger le ressort, l'N2, une raideur K2. Et quand j'allonge le ressort, l'N2, une raideur K2, et qui brille, j'ai la masse M2
vers la gauche. Donc, il va appliquer une force F2 de rappel vers la masse M2 vers la gauche. Donc, finalement, en résumé, devant la masse M1, il y a un seul ressort. J'excite la masse par une force FP1, ou le ressort qui va alors. Donc, il applique une force de rappel F1. Donc, la masse M1 est soumise à deux forces uniquement. Par contre, la masse M2 est liée à deux ressorts. Le ressort de droite, il tire la force FM2 vers la droite. Donc, il applique une force F1 vers la droite. Mais le ressort 2 a tendance de faire revenir la masse vers la gauche, qui brège la masse vers la gauche. Donc, il applique une force F2 vers la masse M2 vers la gauche. Ce qui fait, en résumé, la masse M2, elle va être soumise à trois forces. La force d'excitation P2 que j'ai appliquée, la force de rappel F1 appliquée par le ressort qui a une raideur K1, et la force F2 appliquée par le ressort qui a une raideur K2. Donc, si vous avez des remarques ou bien des questions, il faut comprendre la suite que je vais développer sur un autre exemple. Il est basé sur ce qu'on vient de voir. On doit comprendre les forces de rappel et l'essence d'application des forces de rappel. C'est important pour la suite. Monsieur, dès que F1, les F1, ils ont le sens opposé. Pour avoir l'équilibre, monsieur, normalement. Voilà, pour avoir l'équilibre, déjà pour avoir l'équilibre, ils doivent être opposés. C'est obligatoire, c'est normal. Ou d'ailleurs, lorsque je tire par la force P1, le ressort qui brège la masse M1 vers la gauche, donc qui est appliqué vers la gauche. Ou la masse M2, le ressort qui gère la main vers la droite, quand j'allonge. Yani, F1 va vers la droite. Pour la masse M1, la F1 vers la gauche, ou par la masse M2, F1 vers la droite. Et c'est logique, ces deux forces doivent s'équilibrer, parce que je dois avoir l'équilibre des ressorts. C'est logique. La masse M2, il a donné la somme de P1, P2 ou F1 ou F2 est égale à 0. لا احنا جايين مثلا لا باقي statique, لكن en statique en équilibre c'est normal, c'est zéro. La somme ديالهم تكون égale à zéro. لكن en statique. De même, لكن en statique غتكون عندي P1 égale à F1 ولكن ثاني en statique غتكون عندي pour la masse 2 عندي P2 plus F1 égale à F2. لكن en équilibre en statique. Alors, si je tire des forces constantes, il ne varie pas dans le temps. P1 constante, P2 constante, je peux écrire les équations d'équilibre et ça c'est facile. Maintenant, les deux forces sont variables dans le temps. Donc, je vais être dans le cas dynamique et je vais appliquer dans l'équation, c'est comme j'applique le principe fondamental de la dynamique, c'est-à-dire la somme des forces égale la masse fois une accélération. Donc, c'est ce qu'on va voir dans le même exemple suivant. J'ai bien montré les forces. Et avec l'exemple qu'on va suivre, c'est pas évident de voir les forces. Donc, on a en résumé la masse M1. Oui, bien sûr. Redonne 2 minutes. Monsieur, donc on a la somme des forces, monsieur, égale à 0. Là, il y a deux cas. Il a appliqué deux forces constantes. Si j'applique les forces P1, P2 constantes, alors on est en équilibre. Parce qu'on a dit pour la masse M1, l'équilibre, il y a P1 moins P2, P1 moins F1 égale à 0, P1 égale à F1. Ou en équilibre, c'est-à-dire P2 reste constante, est-ce qu'on a dit P2 plus F1 moins F2 égale à 0. Donc, voilà. Si je suis en statique, j'applique les forces constantes. Un des deux ressorts où je suspends deux masses. Des poids constants. Maintenant, c'est le cas général. Le schéma du bas modélise le portique que j'ai en haut. Un portique, les poteaux, quand ils se déforment, elles n'ont des raideurs.
lorsqu'ils ont des raideurs, là, c'est comme des ressorts. Ressort, c'est une simplification d'une structure. C'est le cas simplifié. Donc là aussi, je vais traiter un exemple pour établir les équations d'un oscillateur multiple. Alors, je prends un exemple relativement... le cas de 2 niveaux, c'est facile à traiter. On peut traiter même le cas des 3 niveaux. Donc on va traiter maintenant le cas des 2 niveaux et on va traiter un autre exercice, le cas de 3 niveaux. Donc on dit, comme tout à l'heure, on dit un portique avec 2 niveaux. Donc on dit l'étage des 2 poteaux et la raideur équivalente des 2 poteaux, il n'y a qu'à 1. C'est-à-dire que c'est la somme des raideurs des 2 poteaux, tout simplement. Puis l'étage, il supporte une masse M1 et je l'ai excité par une force horizontale P1 de T. P1 de T, c'est une force variable dans le temps, qui peut être par exemple une force harmonique donnée par une machine vibrante. De même, le rez-de-chaussée, il est composé de 2 poteaux. Les 2 poteaux ont une raideur K2. Le rez-de-chaussée supporte une masse M2 et j'excite le rez-de-chaussée par une force P2. C'est exactement le schéma précédent que j'ai représenté par des oscillateurs et là j'ai représenté le portique. Maintenant, quand j'applique les forces P1 et P2, le système se déforme. Donc l'étage va subir un déplacement U1 et le rez-de-chaussée va subir un déplacement U2. Et quand le système se déforme, automatiquement, il y a des forces de rappel, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je vais donc, pour l'étage, quand j'applique la force P1 de T, j'ai une force de rappel F1. D'abord, l'étage indique, il y a la masse M1 où j'ai appliqué la force P1 de T. Quand j'applique la force P1 de T, il y a la masse M1, il y a une seule force de rappel F1. La masse M1 est liée à un seul ressort. Le ressort là, les 2 poteaux qui se déforment, le ressort. Donc avec le ressort, il va appliquer une force de rappel F1 qui s'oppose à la force d'excitation P1 de T. Le 12, l'étage, le rez-de-chaussée, pardon. Le rez-de-chaussée, oui. Monsieur, la masse, on considère que le plancher ou les 2 poteaux? Le plancher et les 2 poteaux. Les 2 poteaux ont une petite... C'est la masse bien le poteau. La masse des poteaux, on les concentre. Est-ce qu'on dit un poteau? Si je prends l'étage supérieur, un poteau a une masse. La masse en général, 400 kg. C'est pas grand-chose. Pour les 2 poteaux, on dit 800 kg au maximum. 800 kg, 800 kg, 400 kg كندوز à l'étage supérieur, ou 400 kg ندوز à l'étage inférieur. Ce qui est les masses des poteaux, je les concentre sur les étages. On les concentre sur les planchers, monsieur. Donc, les masses des poteaux, je les concentre sur les planches. L'étage supérieur, la moitié de la masse, il y a 400. Quand on a l'étage inférieur, quand on a l'étage supérieur, on a l'étage inférieur. Par contre, l'étage inférieur a un des... qui a concentré 2 masses. Oui. La masse des poteaux supérieurs ou la moitié de la masse des poteaux inférieurs. C'est comme ça qu'on concentre les masses. Alors, on va les voir dans un exemple. Donc, lorsque j'excite par les forces P1 de T et P2 de T, donc, le système va subir des déplacements. Donc, l'étage va subir le déplacement U1 et le rez-de-chaussée va subir le déplacement U2. Je suppose que le plancher est infiniment rigide. Il n'y a pas de rotation. On a pour simplifier. Parce qu'on peut mettre la rotation, mais ça va compliquer les calculs et la matrice de rotation et la matrice de rigidité va être plus grande. Donc, supposons qu'on a les déplacements. Pour simplifier.
D'abord, pour l'état supérieur, pour l'état supérieur, j'ai appliqué une force, ou une seule force de rappel. La masse, le M1, je l'ai excité par une force P1, et quand je tire, le ressort va appliquer une force P1, une force F1. Ça fait. D'abord, pour l'étage inférieur, j'ai excité par une force P2, ولكن il est lié à l'étage supérieur, il y a une raideur K1, ou lié à l'étage inférieur, il y a une raideur K2. Donc, si je reviens au schéma précédent, la masse M2, quand je l'excite par une force P2, elle a dit que la masse M2 est liée aux deux ressorts. Donc, le ressort R1 va appliquer une force de rappel F1, et le ressort R2, qui est une raideur Q2, va appliquer une force de rappel F2. La masse M2 excitée par la force P2. Donc finalement, pour le portique, la masse M2 excitée par une force F2 va avoir deux forces de rappel. Une force de rappel donnée par le ressort de l'étage en bas, c'est une force qui va s'opposer au mouvement. C'est la force F2, la force de rappel F2. Par contre, les poteaux de l'étage vont appliquer une force de rappel F1 qui a le même sens que P2. Les ressorts, exactement. Donc le portique, c'est le ressort que j'ai modélisé tout simplement. Donc finalement, il faut retenir que pour l'étage, la force P1 et une seule force de rappel F1. Pour le rez-de-chaussée, j'ai excité par une force P2, mais vu que le rez-de-chaussée est lié aux étages supérieurs, il y a une raideur code K1, ils vont appliquer une force de rappel, mais dans le sens de P2, et puisqu'il est lié au poteau du rez-de-chaussée, qui a une raideur K2, donc il y aura une deuxième force de rappel F2. Donc finalement, l'étage a des deux forces, P1 de T ou F1, ou le rez-de-chaussée a des trois forces, P2 de T, F1 et F2, comme ce qu'on a vu dans le... J'ai fait exprès le schéma pour mieux comprendre, parce que lorsqu'on tire sur le ressort, on peut deviner le sens des forces. Par contre, pour les portiques, c'est pas évident de deviner le sens des forces. Donc, une fois qu'on définit l'ensemble des forces, donc on va écrire deux équations de mouvement. On va écrire la première équation de mouvement par rapport à l'étage. Donc, dans l'étage, j'ai une masse et deux forces. Donc, je vais appliquer le principe fondamental de la dynamique pour l'étage. Puis, je vais appliquer le principe fondamental de la dynamique pour le rez-de-chaussée. Et le rez-de-chaussée est soumis à trois forces. Donc, quand j'applique le principe fondamental de la dynamique, je rate qu'on a dit. Donc, on va le faire ensemble pour l'étage. L'étage est soumis à deux forces. Ça veut dire que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Sur l'étage, j'ai la force P1 de T et la force de rappel F1. Donc, P1 de T plus F1 est égal à M1 fois U1 seconde. Est-ce que vous êtes d'accord déjà pour l'équation? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, on a appliqué tout simplement le principe fondamental de la dynamique. Maintenant, d'abord, F1, c'est une force de rappel. À quoi est égal F1? Moins C1, monsieur. Moins K1 U. Là. Moi? Moins K1 U. Moins KU. Voilà, d'abord, vous allez suivre avec moi parce que la force de rappel dépend de la déformation. Il dépend de la
elle dépend du déplacement donné par la déformation. D'abord, si je considère la déformation des poteaux de l'étage, la déformation des poteaux de l'étage, parce que le poteau de l'étage, lorsqu'il commence, il a déjà subi un déplacement U2. Et la déformation commence à partir de U2 pour arriver à U1. Finalement, la déformation du poteau de l'étage, c'est pas donné exactement. C'est U1 moins U2. Donc, finalement, la force F1 va être égale à moins K1 fois U1 moins U2. Parce que la déformation est donnée par la différence du déplacement. Donc, je vais écrire l'équation du mouvement de la première masse. Donc, on a dit que c'est F1 plus P1 de T égale à M1 fois U1 seconde. Puis, donc la force de rappel, F1, c'est moins K1 fois U1 moins U2. Donc, le déplacement relatif à la déformation, c'est U1 moins U2. Puis, je vais remplacer F1 par son expression. Donc, je vais avoir moins K1 facteur de U1 moins U2 plus P1 de T égale M1 U1 seconde. Puis, je vais développer et arranger cette équation. Et je vais avoir finalement, je vais trouver M1 U1 seconde plus K1 U1 moins K1 U2 égale P1 de T. Donc voilà la première équation du mouvement relatif à la masse M1 lorsque j'applique le principe fondamental de la dynamique. Maintenant, on va passer, après vous allez prendre des notes si vous voulez prendre des notes. On va faire la même chose pour la masse 2. Donc je vais étudier l'équation du mouvement de la masse M2. Donc pour la masse M2, là j'ai trois forces. J'ai P2 de T, F1 et F2. Et un déplacement global U2. Donc j'applique le principe fondamental comme tout à l'heure. Ça va donner P2 plus F1 plus F2 égale M2 fois U2 seconde. Ça, c'est le principe fondamental de la dynamique. Mais F1, on l'a déjà calculé tout à l'heure. Elle a le sens, elle a le même sens que P2. Donc, quand je projette, ça va être égal à K1 fois U1 moins U2. C'est pas moins K1, parce que je projette suivant un axe qui a le même sens que la force appliquée P2. D'abord, à quoi est égal F2, la force de rappel F2. Moins C1. C1, U1 moins U2. Là. Ouais. Ou la règle K2 fois U2. Voilà. C1. Voilà. F2 égale à moins K2 fois I2. لأن sur la déformation ديال البوتو de réflexe كيبدا من 0 حتى ل I2. حنا درنا I2 moins 0. Donc c'est la déformation elle est relative à I2. Donc F2 est égal à moins K2 fois I2. Puis je fais la somme des forces. Comme pour la masse M1. Donc finalement, pour la masse M2, donc on dit F2 plus F1 plus P2 de T égale à M2 fois I2 seconde. F2, il est en sens opposé de F1, donc c'est moins K2 I2, ولكن F1 خدت plus, il a le même sens que P2. Donc plus qu'un facteur de I1 moins I2, plus P2 de T égale M2 I2 seconde. Puis, j'arrange la formule comme ce qu'on avait fait pour la première équation. Donc, je vais avoir M2 I2 seconde moins K1 U1 plus K1 plus K2 facteur de U2 égale P2 de T. Monsieur, M1 ou M2 واش غير لا ماس ديال البلونشي؟ La masse du plancher ou les surcharges? Le plancher, les charges permanentes ou éventuellement les surcharges. On prend une masse globale.
La la masse, on calcule la masse W égale charge permanente plus psi fois une surcharge. Ouais, si ça dépend du local. La Monsieur, في هاد لي ماس هنا كندخلوا لا ماس ديال البوطو. لا ماس كندخلوها ولكن لا ماس دو بوطو يعني نيجليجابل. قلت لكم دابا لا ماس دو بوطو بحال دابا سوبوزون عندي في ليطاج دو بوطو عندي لي ميم بوطو باغ اكزومبل عندي لي ميم بوطو غناخدو ان اكزومبل سوبوزون عندي دي بوطو كي فون 20 par 20 لا درت دي بوطو كي فون 20 par 20 وعندي الماس فوليميك ديال 2500 صرا عطيني لو بوا دي بوطو غتعطيني شحال غتعطيني واقيلا 100 كيلو 100 كيلو فوالا سي صا 100 كيلو راه سي با اون غروند ماس يعني بحال دابا لا خديت لي بوطو دو ليطاج اش كندير هذيك 100 كيلو كنطلع 50 كيلو الفوق وكنهبط 50 كيلو كنطلع 50 كيلو ليطاج سوبيريور و 50 كيلو ليطاج انفيريور يعني كنزيد في ليطاج سوبيريور كندخل هذيك 50 كيلو ديال النص ديال لي بوطو سي كنزيدوها في لي ماس. الام 1 فوالا في ام 2 دابا كنزيد 50 كيلو ديال لي بوط ليطاج سوبيريور و 50 كيلو ديال ليطاج انفيريور في ليطاج ام 2 كنزيد على 100 كيلو باغ كونطخ في ليطاج سوبيريور كنزيد على 5 كيلو 100 كيلو وكاين ديك واحد 50 كيلو الاخرى كتبقى لتحت كدوز الفونداسيون حيت كناخذ ديما لا موتي دو لا ماس دان ايطاج. Donc, les équations, si vous prenez quelques notes, je vous donne 2-3 minutes pour prendre quelques notes. Je reviens au schéma. C'est bon? Non, monsieur. C'est bon, monsieur. Non, monsieur, non. Très bon. أخرى يعني تم ارتكابها بجراء الحرب. ايه شنو رجاءك اسمع الاخبار. رجاءك تفرجي داك الشيء سمعت. لا لا والله خويا ما كنتفرج راه غير على ديك الجزيرة. C'est bon, continue. Oui? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bon. Oui, monsieur. Donc maintenant, on a dit qu'on a établi deux équations différentielles pour la masse M1 et pour la masse M2. Voilà les deux équations différentielles qu'on a établies tout à l'heure. Ces deux équations différentielles, on peut les écrire sous forme matricielle. Donc voilà comment je propose pour écrire ces deux équations. Donc, les deux équations, je les arrange dans une seule équation, mais sous forme matricielle. Donc, la première matrice, c'est la matrice de masse, composée de matrice carrée d'ordre 2, M1, 0, 0, M2, fois un vecteur accélération, U1 seconde, U2 seconde, plus la matrice de rigidité globale du système. C'est une matrice carrée d'ordre 2. La matrice des masses, c'est une matrice diagonale. Par contre, la matrice de rigidité, c'est une matrice symétrique. Il a 4 membres, K1, moins K1, moins K1, K1 plus K2, facteur du vecteur déplacement U1, U2, et la somme des deux égale à un vecteur force, P1 de T, P2 de T. Maintenant, si je vous demande de développer ces deux matrices, vous allez faire le premier produit, puis le deuxième produit, puis vous allez faire la somme, et vous allez voir est-ce qu'on va trouver les mêmes équations qu'on a en haut. Donc je vous donne 2 minutes pour voir est-ce que cette somme matricielle représente bien les deux équations différentielles qu'on vient de donner un petit problème de... Non?
Monsieur, on ne voit pas l'écran. On voit l'écran, merci. Oui. Si, on voit l'écran, on voit. Je le vois, monsieur. Je ne le vois pas. la connexion. Je ne vois pas l'écran. ودابا عندكم انا راح الكونيكسيون. C'est bon, ok, ben. C'est bon, monsieur. Monsieur, j'ai trouvé exactement ce qu'on a déjà trouvé. Monsieur دابا مزيان. نعم Monsieur دابا مزيان. دابا Monsieur, نديرو وي j'ai trouvé exactement ce qu'on a trouvé déjà. يعني lorsque je développe هذوك les matrices كنلقى هذوك les deux équations. Oui. Ça veut dire que avec les deux équations, j'ai le droit de les représenter par une seule équation matricielle. L'équation matricielle, donc on va définir deux matrices. La première matrice, je vais l'appeler matrice M, matrice des masses. Donc pour notre cas, c'est une matrice carrée d'ordre 2, fois un vecteur accélération U seconde. Donc c'est un vecteur qui est l'un de deux composantes, plus la matrice de rigidité globale, il y a les deux ressorts, grand K, fois un vecteur déplacement U, l'un de ces deux composantes, U1 et 2, égale à un vecteur P de T. Au P de T, c'est un vecteur l'un de deux composantes, P1 de T, P2 de T. Finalement, un oscillateur multiple, c'est comme un oscillateur simple, on trouve la même équation, sauf que on la trouve sous forme matricielle. Pour un oscillateur simple, on trouve une équation scalaire, c'est que des nombres, un seul degré de liberté, une seule masse, une seule raideur. Par contre, il y en a plusieurs masses, plusieurs raideurs, plusieurs forces. Donc, l'équation s'écrit sous forme matricielle. Donc, je vous donne 2 minutes, puis on continue. Bon, on continue? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc finalement, lorsque vous allez développer le calcul matriciel, vous allez trouver les deux équations. Ça veut dire, en résumé, le système d'équations, je peux le représenter sous forme matricielle. Donc finalement, pour l'étude d'un oscillateur multiple, donc l'étude du mouvement va être sous forme matricielle. C'est ce qu'on va faire par la suite. Et dans le cas général d'un oscillateur multiple, si on tient compte de l'amortissement, sachant que l'effet d'amortissement n'est pas très important pour la résolution du système, donc voilà l'équation générale, c'est la matrice de masse fois le vecteur accélération, plus la matrice d'amortissement, parce qu'on va définir aussi une matrice d'amortissement fois le vecteur vitesse, plus la matrice de rigidité fois le vecteur déplacement, est égal au vecteur force d'excitation. Donc voilà l'équation générale, l'équation du moment d'un oscillateur multiple. C'est le cas général et normalement, pour comprendre et pour développer le calcul, on va le faire étape par étape parce que le calcul général, c'est très compliqué. Déjà, rien que, même si on a un oscillateur simple et une force quelconque, le problème est compliqué. On a dit que le problème est résolu par l'intégrale de 2 Hamel. Maintenant, on a le problème si la force est quelconque, donc déjà le problème est compliqué. Et en plus, on a un système d'équations. Donc le système d'équations, c'est pas évident de trouver des solutions. Mais on va raisonner pas à pas pour mieux comprendre le problème et pour trouver une solution finale. Premier pas qu'on va faire, donc on va considérer ce qu'on appelle des oscillations libres non amorties. C'est la formule générale. Dis-moi, il m'a de la formule générale. C'est la formule de base. Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Donc, voilà comment on procède. Donc, au début, on va supposer que l'oscillateur est libre, c'est-à-dire que le vecteur force est nul.
et on suppose qu'il n'est pas amorti, l'amortissement est nul. L'amortissement est nul, normalement, c'est proche de la réalité. Je vais montrer tout à l'heure, ou bien la semaine prochaine, parce qu'on a, lorsqu'on avait un oscillateur libre, on a dit qu'il oscille avec une pulsation oméga. Et lorsqu'on a étudié l'oscillateur amorti, il oscille avec une oscillation oméga D qui est égale à oméga racine de 1 moins xi. Et oméga D, c'est très proche de oméga. Ça veut dire qu'un oscillateur amorti ou bien non amorti, ils ont à peu près le même mouvement. Ce qui fait que l'effet de l'oscillation n'est pas très important dans la résolution, mais il est important parce que c'est lui qui va arrêter le mouvement. Donc, on va faire un premier calcul simplifié qui va nous donner la solution générale après. Donc, on suppose que P de T égale à 0, C de T égale à 0. Finalement, l'équation est réduite et simplifiée. Donc, M est seconde plus KU égale à 0. Donc, c'est une équation différentielle matricielle. Donc, la masse, on sait la calculer. La matrice de rigidité, on sait la calculer parce qu'on sait calculer les raideurs. Il nous reste que le déplacement U, c'est l'inconnu, puis U seconde, c'est l'accélération. Ça, on peut, donc c'est une équation sans second membre, on peut donner une solution particulière, par exemple. La solution particulière est de la forme U, donc le vecteur U qu'on cherche, U égale à A fois D sinus oméga T plus θ, avec A et θ, ce sont des constantes qui dépendent des conditions aux limites. D, c'est un vecteur de déplacement des nœuds. Parce que lorsque j'ai un oscillateur, il est composé de nœuds. Et lorsque je regroupe les déplacements des nœuds, donc ça donne le vecteur D. Oméga, c'est une pulsation. On va voir comment on détermine oméga. Puis T, le temps, parce que le système vibre, donc le déplacement est variable dans le temps. Parce que ce n'est pas, le système n'est pas en statique, il n'est pas en équilibre, il est en mouvement. Je suppose par exemple que j'ai appliqué une force, le système se déforme, puis il commence à vibrer. Donc j'applique la force au départ et je lâche. Donc la force devient nulle. Mais le système vibre. Si je suppose que C égale à 0, ça veut dire qu'il continue à vibrer indéfiniment. Et donc, lorsqu'il vibre, donc on peut proposer cette solution de déplacement. Donc, le déplacement, c'est un vecteur parce que j'ai plusieurs nœuds et chaque nœud a un déplacement. Voilà le vecteur de déplacement que je propose. Maintenant, si je fais la dérivée seconde de U, donc vous allez calculer la dérivée seconde de U, et vous allez me trouver la relation entre U et U seconde, parce que j'ai dans l'équation U et U seconde. Monsieur, U seconde est égal à oméga carré fois U. Avec un petit peu de près. Avec un moins. Exactement. Avec moins. Donc, lorsqu'on dérive le sinus rationnel, le cosinus sera proche oméga. Lorsqu'on dérive une deuxième fois, le cosinus atteint à moins, effectivement. Donc, U seconde, parce qu'il y a moins AD oméga carré, sinus oméga t plus θ. Donc, finalement, U seconde égale moins oméga carré fois U. Donc, voilà, U seconde égale moins oméga carré fois U. D'abord, je vais remplacer l'équation. Donc, l'équation M U seconde plus KU, je vais remplacer U par AD sinus oméga T. Pour U seconde, il y a moins oméga carré AD sinus oméga T plus U. Tu me laisses une relation entre U seconde et U. Et voilà ce qu'on va trouver à la fin. À la fin, donc lorsqu'on remplace U par son expression et U seconde par son expression, on va trouver l'équation en bas. Donc, moins oméga carré MD plus KU
plus 4D, pardon, le taux facteur de A sinus oméga t plus θ égale 0. Donc voilà l'équation qu'on trouve à la fin lorsqu'on remplace U et seconde par leur expression. Donc, je vous donne 2 minutes pour écrire. Comme ça, il nous reste 2, on a presque terminé. تقدر ترجع لابارتي الاولى باش نقلو كلشي. Oui. هادشي مازال ما كملناش لابارتي الاولى عاد هادشي بوسيبل تقدر. C'est bon, monsieur. C'est bon. Donc, voilà. Allez. C'est bon? Encore un monsieur. Oui, monsieur, c'est bien. Oui, monsieur. D'accord. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on trouve la dernière équation, A, c'est une constante, je peux simplifier par A. De même, je peux simplifier par oméga t plus θ. Parce que quel que soit t, sinus de t sinus va être différent de 0 dans le cas général. Donc, lorsque je simplifie par A sinus oméga t plus θ, donc je vais trouver une équation là où je peux mettre d en facteur. Je peux mettre d en facteur parce que j'ai mon oméga carré md plus 4d.
Donc voilà ce que je vais trouver comme équation. Donc on va trouver l'équation suivante, K moins M fois D égale à 0, avec K, c'est une matrice, la matrice de rigidité, M, c'est la matrice des masses, D, c'est le vecteur déplacement des nœuds. Donc, lorsqu'on trouve cette équation, puisque le système vibre, donc D est différent de 0. Lorsque D est différent de 0, dans le cas général, ce qui est donné par l'algèbre, donc, on peut dire que le déterminant de K moins M oméga carré égale à 0. Ce n'est pas seulement K moins M oméga carré égale à 0, mais la solution générale, c'est le déterminant de K moins M oméga carré égale à 0. Donc, on trouve un déterminant. Donc, ici, l'inconnu va être oméga. Donc, K et M, ce sont deux matrices qu'on sait calculer, sont connues. Donc, on va développer le déterminant et on va trouver oméga. Mais vu qu'on a des matrices, si on a une matrice d'ordre n, donc on va, K, ça va être une matrice d'ordre n et M, une matrice d'ordre n. Donc, ça va donner une grande équation qui dépend de n. Est-ce que n égale à 2, ou bien 3, ou bien 4? Mais finalement, on va trouver plusieurs valeurs de oméga. On ne va pas trouver une seule valeur. Si on a une matrice d'ordre n, on va trouver n valeurs de oméga. Oméga 1, oméga 2, etc., oméga j, jusqu'à oméga 1. Est-ce que ça ressemble aux valeurs propres, les valeurs? Oui, exactement, tout à fait. Donc les oméga, c'est les valeurs propres, et les d, ça va être les vecteurs propres, tout à fait. C'est exactement, on est en train d'appliquer ce que vous avez vu, je crois, dans l'algèbre, c'est ça. C'est un chapitre important de l'algèbre. Oui. Donc, c'est une application de ce que vous avez vu. Donc, on va trouver plusieurs valeurs, n valeurs de oméga. Par exemple, dans notre exemple de tout à l'heure, on avait deux nœuds. Donc, on va trouver deux valeurs de oméga. D'ailleurs, c'est un exercice qu'on va traiter après. On va trouver oméga 1, oméga 2. Et lorsqu'on trouve deux valeurs de oméga, là aussi, on va trouver deux vecteurs D. Si on a n valeurs de oméga, donc les oméga, ça veut dire qu'on a n pulsations. Du moment qu'on a n pulsations, ça veut dire que notre système va être décomposé en plusieurs. Ça veut dire que la solution générale du déplacement qu'on cherche, on peut la décomposer en n solutions. Donc finalement, pour chaque valeur de oméga, il va lui correspondre un vecteur dj. Donc supposons qu'on a trouvé n oméga, et si je prends, supposons qu'on a déjà résolu l'équation, et on a trouvé les valeurs propres, les oméga g. Donc pour une valeur propre oméga g, une pulsation oméga g, il va lui correspondre un vecteur déplacement dj. Donc je reprends la même équation, j'introduis la valeur de oméga g que j'ai trouvée, puis je déduis un vecteur dj et on va voir dans l'exemple comment calculer j. Donc finalement, on va avoir n valeurs de oméga, donc n pulsations, et n vecteurs dj. Les vecteurs dj, on va les appeler les modes propres. Donc on a n pulsations et n modes propres correspondant dj, parce que chaque pulsation oméga g, il lui correspond à un mode dj. Par exemple, si on a un oscillateur avec 3 nœuds, 3 masses, quand je fais la résolution, je vais trouver 3 oméga. Oméga 1, oméga 2, oméga 3. Et une fois que je trouve 3 oméga, je vais calculer aussi 3 vecteurs, D1, D2, D3. Par exemple, si on a 3 nœuds, voilà ce qu'on va trouver. Pour le oméga 1, on va trouver un déplacement dans lequel les 3 masses vont se déplacer dans le même sens pendant la vibration. Pour oméga 2, on va trouver un deuxième vecteur D2, tel que 2 masses vont se déplacer dans un sens et la troisième masse va se déplacer dans le sens opposé. Ça veut dire que 2 masses et une masse vivent dans le sens contraire. Et pour oméga 3, on va trouver un troisième vecteur D3,
Et c'est le troisième schéma de droite qui lui correspond. Ça veut dire que les trois masses vibrent en zigzag et la déformée, c'est comme une sinusoïde. Donc finalement, lorsqu'on fait un calcul d'un oscillateur multiple, d'abord libre et non amorti, le déplacement global nous donne une série de déplacements. Et on peut dire que le déplacement général, c'est tout simplement la superposition de ces modes. Parce que par exemple ici, lorsqu'on a trois nœuds, donc on aura trois modes, trois pulsations, trois modes, et le déplacement global, c'est la somme des trois modes. Donc on superpose les trois modes. Donc finalement, la solution générale est la suivante. Monsieur, c'est l'heure. Ça va, c'est bon. D'ailleurs, voilà. Donc c'est bon, vous pouvez noter ça. Donc on continue tout à l'heure. Donc dans une demi-heure, Inch'Allah, donc on se voit dans une D'accord, petite monsieur, demi-heure. Inch'Allah.